Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Grosse journée à l'Assemblée nationale, beaucoup de dossiers, mais celui qui retient le plus l'attention depuis quelques heures, mais c'est ce qui s'est passé dans la commission parlementaire qui va viser à arranger le projet de loi qui va venir modifier le code de la sécurité routière. Puis alors que c'est une commission qui devait se dérouler, si on veut, sans grand feu d'artifice, mais un coup d'éclat qui est survenu alors qu'on a fait entendre le témoignage d'un couple dont l'enfant a été tué suite à la conduite en état d'ébriété d'un chauffeur et qui est venu parler, raconter surtout leur histoire, mais aussi l'expérience qu'ils ont vécue lorsqu'ils ont tenté d'entrer en contact, selon eux, avec la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, pour leur parler de tout ça. Parce que ce qui est étudié en ce moment, entre autres, c'est d'abaisser la limite pour tenir le volant à 0.05. Là. On se comprend? À 0.08. En fait, pour l'instant, c'est pas vraiment étudié. Là. La ministre n'a pas ça dans ses propositions. Eux souhaiteraient déposer un amendement là-dessus. Oui, et le Parti libéral du Québec aussi souhaite ça. Donc, qu'on ajoute au projet de loi sur la sécurité routière ce volet, sincèrement, ce que je pense pas qu'il va se faire. Oui, puis je l'explique, là, c'est pas de ramener la limite de 0.08 à 0.05. En fait, c'est qu'à partir de 0.08 et en haut, c'est criminel, comme ça l'est déjà. Mais entre 0.05 et 0.08, ce serait des amendes qui seraient données. Là. C'est une infraction au code de la route. C'est voilà. pas un geste criminel. Au sens du code criminel, de toute façon, ça serait le fédéral. Oui. Mais ça deviendrait... C'est ce qui est le cas dans d'autres provinces. Il y a des provinces où c'est déjà ça. C'est une infraction au code de la sécurité routière. La majorité, d'ailleurs, de ce que je voyais, mais après ça, c'est vraiment la manière dont on a tenté d'entrer en contact avec Mme Guilbeault qui est venue surprendre parce que ça a ramené... le squelette du placard, Mario, des dernières semaines, les fameux cocktails de financement de la CAQ. Parce qu'ils ont expliqué que lorsqu'on a tenté à plusieurs reprises de rejoindre Mme Guilbeault, de rejoindre le gouvernement, on a fini par se tourner vers la députée de Soulanges, Marilyn Picard. Et là, elle les a accompagnés. Qui elle-même a perdu 2 enfants. En fait, son fils puis son beau-fils. Oui, et dans un accident de voiture aussi de leur côté, dans des circonstances qui sont assez similaires. Bref, et là... On aurait communiqué, une personne du bureau de la députée de Soulanges aurait dit aux parents en question que s'ils voulaient rencontrer la ministre, qu'il y aurait l'occasion dans un cocktail de financement. Et là, on comprend, c'est le même fameux problème des dernières semaines pour le gouvernement Legault. Cocktail de financement, 100 $ la tête pour entrer. Et là, eux disent... Mais ce qui est plus gros, c'est qu'ils leur ont pas juste dit, vous seriez dans la salle, elle va être là, vous allez pouvoir peut-être même la... Ils lui auraient organisé... un petit 2 minutes là, avec elle, une espèce de rendez-vous tête à tête à l'intérieur du cocktail. Oui, quelques minutes. Qui empire le cas, là. Oui, qui empire le cas, surtout que ils étaient pas d'accord dans le couple, parce qu'on les a reçus ici plus tôt à l'épisode de Yasmine Abdel-Fadel, ce couple qui est composé donc de Antoine Bittard et d'Elisabeth Rivera, qui ont dit t'es pas d'accord, Madame Rivera, elle disait c'est une perte de temps, on veut pas parler seulement quelques minutes, c'est cher. Finalement, ont payé, se sont rendus, puis aurait eu selon leur témoignage, même pas 2 minutes avec Mme Guilbeault avant qu'elle doive quitter. Et là, on racontait cette histoire-là aujourd'hui en commission parlementaire, mais depuis, ça fait boule de neige, Mario, parce qu'il y a tellement d'éléments dans cette histoire-là qui touchent toutes sortes de dossiers chauds pour la coalition Avenir Québec depuis le début de la rentrée parlementaire. Mais qui touche surtout cette idée que, faut que tu payes pour rencontrer un ministre. En même temps, il y a un bout de mensonge là-dedans. C'est-à-dire que, parce que là, je voyais Mme Guilbeault, on n'a pas besoin de payer pour me rencontrer. Je vais donner une règle générale. Je vais dire la vérité aux gens. On rencontre pas des ministres. Personne ne rencontre. Des gens qui rencontrent des ministres sont soit des présidents d'organismes ou le président ou le conseil d'administration d'un organisme ou des maires puis même un maire de petit village, là, qui aurait, mettons, il aurait besoin d'un montant pour, je sais pas moi, réparer une route ou un coin une jonction entre 2 routes qui est dangereuse, qui arrive des accidents. Ça va passer. Ça veut dire que le dossier ne sera jamais traité. Mais ça va passer par le ministère. Ça va passer par le député. Ça va passer par le député ou par les fonctionnaires régionaux du ministère. Voilà. Il n'y aura pas de rencontre. Et donc, tous les gens, eux autres, voudraient faire changer le code de la route. Mais tu sais, il y a des milliers de personnes au Québec qui voudraient faire changer le code de la route. Il y en a qui veulent faire augmenter les limites de vitesse, les faire baisser. Il y en a qui voudraient enlever une chose, rajouter de la sécurité dans les zones scolaires. On peut pas faire croire aux gens, même s'ils ont vécu un deuil, c'est très... Mais s'ils étaient dans un organisme, puis faisaient partie, là, l'organisme pour avoir une rencontre avec la ministre, on peut pas faire croire aux gens que tous les citoyens qui ont quelque chose, c'est une loi qui fait pas leur affaire ou qui voudraient profiter d'un programme gouvernemental ou qui ont une demande à faire, malheureusement, peuvent pas. Dans l'horaire d'un ministre, c'est quelques heures, à la limite, quelques minutes, quelques heures par semaine qui sont consacrées à des rencontres. Tu sais, c'est pas vrai qu'ils rencontrent tous les citoyens. Mais là, l'image
pour moi, là, tout ce qui s'est passé la semaine passée à la CAQ, ça a été mauvais, ça a gâché leur rentrée parlementaire, mais dans le public, dans la population, c'est de la politique. Là. C'est mais du là, niaisage, c'est loin. Cette semaine, c'est pas de la politique. Là. Cette semaine, c'est humain, c'est OK, des parents endeuillés qui ont perdu une fille, puis là, on essaie de leur arracher de l'argent. À mon avis, les dommages politiques pour la CAQ sont épouvantables. Et j'ai pas tout vu le point de presse de la ministre Guilbeault. J'ai compris qu'elle s'est perdue dans de longues explications, alors qu'à mon avis, il fallait faire un point de presse infiniment bref et s'excuser. Puis quand je dis s'excuser, pas elle s'excuser. Elle a rien fait. Là, comme ministre, elle est allée, elle a probablement même pas su ce qui se passait. Oui. Mais comme vice-première ministre, au nom de l'ensemble de l'organisation, de tous les employés, en tant que l'organisation qui est le gouvernement caquiste, présenter à ces gens-là des excuses plates et simples, tout simplement. À mon avis, c'était la chose à faire. Là. Tout savoir en 24 minutes. Il y avait beaucoup de choses dans l'actualité parlementaire, je l'ai dit, puis ça a commencé tôt ce matin, alors que le gouvernement Legault, de la bouche du premier ministre et de son ministre de la langue française, M. Roberge, ont vivement critiqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui, elle, de son côté, depuis un bon moment, critique la politique du gouvernement Legault, qui vient toucher, entre autres, les universités anglophones dans la ville de Montréal. Et là, pour restreindre, pas restreindre, mais hausser les tarifs, rendre plus dispendieuse de l'inscription des étudiants canadiens anglais à ces deux universités-là. Voilà. Et là, du côté de M. Legault, on dit que Valérie Plante n'est littéralement pas une alliée, qu'elle ne défend pas le français, ne vient pas épauler le gouvernement dans sa position. Donc, des mots très durs là, qui ont été utilisés envers la mairesse Plante, qu'on n'avait pas entendu jusqu'ici, là, de la part du gouvernement caquiste, du moins. Et là, ça a été beaucoup ramené, ces propos-là, aujourd'hui. Ça pourrait être tendu quand même entre le gouvernement et la ville? Oui. Mais moi, je pense que François Legault... parce que Jean-François Robert, je l'avais déjà dit. François Legault, qui l'a redit, aurait peut-être pu s'abstenir. Mais ils ont raison. Je veux dire, on est juste sur la forme, là, dans la maintien de bonnes relations entre un gouvernement et la mairesse de sa métropole. Sur le fond, si vous me demandez à moi, est-ce que je suis satisfait des efforts, de l'approche de Valérie Plante pour la défense du français à Montréal? La réponse, c'est non. Je ne suis pas satisfait. Est-ce que je pense que, dans ce cas-ci, les universités anglophones font pitié? Puis je suis pas... Concordia, c'est mon université. Je suis un gradué de Concordia. Oui. Je sais pas que je suis contre Concordia, mais ils font pas pitié. Ils ont eu un party ces dernières années. Ils ont eu un party d'inscription massive d'étudiants qui venaient de l'extérieur. Ça a été payant pour eux. Les universités francophones n'ont rien eu de semblable comme party. Donc, c'était vraiment là, McGill, Concordia, ils ont joué là-dedans. Là, tout à coup, ça se calme. Tout à coup, ils viennent de se faire dire, bon là, le party est ralenti. Mais ils peuvent pas nous faire pitié. Puis là, ils disent que leurs inscriptions sont en forte baisse. Ça se peut qu'il y ait une certaine baisse d'inscriptions en provenance du Canada anglais, mais je pense que ça va être compensé par d'autres choses. Je pense pas que c'est des universités qui sont présentement en réelle difficulté, qui vont devoir s'adapter au fait qu'elles ont profité d'une manne, puis là, c'est fini. Est-ce que Valérie Plante... de prendre ce dossier-là à bras-le-corps des universités anglophones comme elle l'a fait dans une ville où elle a tellement de misère à maintenir le français, elle a complètement prêté le flanc à ça. Sauf que, je me disais, on en parle du point de vue de la CAQ, mais du point de vue de Valérie Plante, il reste qu'elle se fait attaquer de partout. Là. Oui, là, c'est... Ça vient de Pierre Poilievre, incompétente. Elle est incompétente, mais pas la plus incompétente au de la Canada. gang. Il y en a des plus au Canada. Bon, un petit bombe quand même, et là, sur cette ça. fois-ci, la CAQ, donc Mme Plante, qui doit se défendre, ça vient de partout, là, les attaques contre elle. Actualité. Encore une fois, à l'Assemblée nationale, il y a une motion qui a été adoptée à l'unanimité, comme quoi on ne se chicane pas sur tous les sujets dans le Salon Bleu. Cette fois-ci, c'est pour dénoncer de la censure contre 2 livres d'autrices québécoises. Myriam Dagouzane-Bernier et Élise Gravel, qui ont vu leur bouquin non seulement être retiré d'une bibliothèque à Montréal, j'y reviendrai, mais surtout... c'est l'image de ces livres brûlés aux États-Unis par une candidate là, au poste de secrétaire de l'État du Missouri, une candidate républicaine, on se l'imagine, Valentina Gomez, qui a installé, puis c'est devenu la mode, il faut le dire, là, auprès de beaucoup de candidats conservateurs dans des États aux États-Unis. Là, par exemple, quand il y avait une controverse autour là, de la porte-parole trans de Bud Light, tout d'un coup, tout le monde se mettait à tirer à coups d'M16 ou d'AK-47 des Bud Light dans un champ de tir avec des armes. Là, cette fois-ci, c'est quoi? Ce sont des livres qui traitent de la sexualité pour les jeunes et
on en avait là-dedans un exemplaire, par exemple, du livre Tout nu, qui a été écrit justement là, par Madame Myriam Dagouzan-Bernier. Et là, c'est un livre qui était brûlé, là, ni plus ni moins. Là, au lance-flamme. Au lance-flamme, cette fois-ci. C'est loufoque. Un vrai de vrai lance-flamme. Mais en même temps, est-ce comme qu'on dans peut les parler films. de censure? C'est un show politique. C'est pas une censure que. Tu sais, l'Assemblée nationale, je pense que c'est Québec solidaire qui a voulu faire un petit spectacle avec ça. Puis les autres ont embarqué parce qu'ils voulaient pas être en porte-à-faux, mais. Je veux dire, on peut rien faire contre une candidate au poste de gouverneur dans un État américain qui tire du lance-flamme sur quelque chose. Ouais, peut-être plus le symbole, hein? Ouais, je comprends, là, mais brûler c'est des pas, livres, c'est pas de la censure au sens qu'au Québec. Là. Dans l'autre cas, une bibliothèque, bon, mais... Par contre, il y a un livre... Moi, j'ai vu une page, là, j'étais mal, là, de dire à des enfants qu'un peuple commet un génocide sur un autre peuple, sans contexte, sans explication... Je dirais pas les mots que je pense, là, mais je ne peux pas croire qu'une personne publie ça. Là. C'est Élise Gravel, en fait. Ouais. C'est des livres, mais qui a malaise ou pas. Là, ce qui est problématique dans cette histoire-là, c'est qu'on apprenait, entre autres, là, d'un texte de Marc Cassivi dans la presse, qu'une bibliothèque publique juive de Montréal là, met à l'index des livres d'Élise Gravel. Mais si un livre disait, il y en a qui veulent, il faudrait tuer tous les Noirs, on laisserait publier ça? Je sais pas exactement, tu vois, j'ai pas eu le... C'est incroyable. Tu dis, j'ai pas pu lire c'est les sans livres. contexte, puis on dit là, qu'il y a un pays, Israël, là, ils veulent tuer là, tout le monde sur la bande. C'est simplifié, puis ça s'adresse comme à des enfants de 5 ans. Tu dis, OK, mais tu peux pas dire ça aux enfants. Là. C'est quoi cette idée-là? Faut que tu leur présentes un contexte. C'est inimaginable qu'une personne, cette personne-là, je mieux pas la connaître, l'opinion que je me ferais d'elle, c'est terrible. On peut respecter la liberté d'expression, mais comment tu peux dire, moi, je publie ça, puis j'offre ça à des enfants? Qu'est-ce que t'as entre les deux oreilles? Je ne sais pas. Là. Puis tu penses que pour des petits, là, donc toi, t'as une idéologie. T'as le droit d'avoir une idéologie, mais tu dis, moi, je vais utiliser des petits dessins, puis je vais mettre mon idéologie politique, sans aucun contexte historique, sans leur expliquer ce qui se passe, ce qui s'est passé avant. Un seul côté de la médaille, puis je mets ça dans la tête des enfants les plus jeunes. Je trouve ça dégueulasse, vraiment dégueulasse. Fait que non, oui à la liberté d'expression, mais qu'est-ce qu'on présente aux enfants? Puis, je comprends qu'il y a des adultes responsables à un moment donné qui se demandent ce qu'on montre aux enfants. Oui, surtout que un contexte historique autour de ce qui se passe ouais, à Gaza et en Israël, ça n'a pas de bon sens. Ça prendra un dictionnaire, une encyclopédie au complet pour Oui, résumer mais là, tout ça. tu simplifies ça en un dessin, là, puis les méchants, les bons, puis voici ce que c'est, puis tu dis aux enfants, lisez ça, c'est ça la vie. Si seulement c'était aussi simple. Hein? Ben, en tout cas. Tout savoir en 24 minutes. Aujourd'hui marquait un triste anniversaire. C'est les 1 an de la tragédie qui s'est tenue à Laval dans une garderie le 8 février 2023. Et ce matin, on commémorait tout ce qui s'est passé sur place alors qu'une soixantaine de personnes se sont déplacées. On a fait une envolée de ballons, entre autres, pour les 2 petites victimes de cette tragédie. Je rappelle, Jacob Gauthier, 4 ans, Maëva David, 5 ans, qui sont décédés à pareille date l'an passé qu'un autobus de la Société de transport de Laval, qui était conduite par Pierre-Ny Saint-Amand, est entré volontairement de plein fouet dans la façade d'une garderie, la garderie éducative Sainte-Rose, sur la terrasse du Frein. Et là, on a maîtrisé cet homme-là qui était sorti du véhicule. Et 1 an plus tard, Mario, si on peut commémorer la mémoire des victimes, alors qu'il y a eu 2 décès, mais plusieurs blessés aussi, qu'il y a des témoignages qui reviennent encore et encore de personnel qui se sont sans parler de tous les autres enfants sous le choc, là, ouais, de pareils événements, puis d'amis de garderie qui décèdent. Puis toute une tragédie à laquelle, Mario, on a 1 an plus tard toujours pas de véritable explication. Là. C'est peut-être un des dossiers les plus spéciaux dans tout ça. Tout ce qui est évaluation psychologique, psychiatrique de l'individu, du chauffeur, c'est toujours sous-scellé. D'abord, ça a été extrêmement long. Tu sais, devant les tribunaux, ça a été reporté. Je pense qu'il était à Pinel. Pinel demandait du temps de plus. Puis, comme tout était secret, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont découvert, à moitié découvert, quel questionnement ils ont eu. On ne sait rien. On sait juste que c'est sous-scellé encore aujourd'hui. Peut-être que, là, l'enquête préliminaire, je pense, c'est au printemps. Peut-être qu'avec l'enquête préliminaire, le procès, on va en savoir un peu plus.
Mais pour l'instant, c'est vrai que les gens vivent le deuil. Là, D'ailleurs, il y a une des mères qui a dit en entrevue qu'elle voulait assister aux procédures. Là. Oui. Qu'elle allait suivre, je sais pas s'il y en a peut-être plus qu'une, là, mais qui voulait suivre le procès parce que cette incompréhension-là la fatiguait vraiment. Elle portait ça comme un poids. Là. Puis on peut comprendre. Il y a beaucoup de crimes qui sont sans explication. Là, on peut penser, par exemple, à l'attaque là, au véhicule bélier à Amkoui là, qui s'est passé sur le trottoir. On a commencé à comprendre que c'est probablement des enjeux de santé mentale là, dans ce cas-ci. Là aussi, on suppose, puisqu'il est à l'Institut Philippe Pinel depuis le début des procédures, il est encore détenu, le Pierre-Denis Saint-Amand. Et malgré tout, c'est difficile là, de comprendre parce comment quelqu'un ferait ce geste-là dans une garderie. Là. Ce matin, là, en revivant ça un an plus tard, c'est arrivé un peu plus tôt le matin, mais moi, quand je suis arrivé en ondes, là, à 10h, à LCN, c'est le moment où commençait à circuler l'idée de dire, c'est pas un accident. C'est peut-être pas un accident. En fait, parce que les gens qui le voyaient, les gens qui arrivaient sur place, les journalistes disaient, là, un accident. Parce qu'au début, tu te disais, la garderie, elle doit être dans une courbe, là, une place où l'autobus a perdu le contrôle. Mais tu te dis, OK, elle est comme complètement en dehors de la rue. Oui. Il y a une longue allée pour s'y rendre qui mène à nulle part ailleurs. Fait que les gens qui arrivaient, les journalistes qui arrivaient sur place, disaient, mais tu peux pas perdre le contrôle, tu peux pas. Non, c'est rapidement devenu étrange. Là. C'est ça. Puis là, après ça, quand les gens ont raconté, l'individu, le chauffeur était en crise. Et là, l'idée du geste volontaire, là, je me souviens, on s'en allait en ondes, puis là, on se dit, mais là, geste volontaire, un autobus de ville rentre dans une garderie, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi? Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, un homme sans antécédents, avec une famille aussi. Non, c'est vraiment une histoire complètement étrange. Mais un an après, on est à peu près encore au même point là, pour ce qui est des explications ou de la compréhension. Quoique ça va toujours rester incompréhensible, mais... Ouais. Quand même, là, des fois, tu peux finir par un peu... Mais on cherche un sens. Hein? C'est proprement humain de chercher un sens, particulièrement quand il y a une tragédie comme celle-là qui vise des enfants qui, on se comprend, n'avaient rien fait à monsieur Pierre-Denis Saint-Amand. Vraiment, là, on a... Puis après, il frappe dans un mur. Fait que lui, comme consciemment, il frappe au hasard dans un tas d'enfants, point, là, sans savoir c'est qui, quoi... Incompréhensible. Puis bientôt, là, on espère, là, au procès, au moins, on aura peut-être là, des éclairs d'explication, début de réponse. Aujourd'hui, le premier anniversaire, malheureusement, de cette tragédie. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. C'était également aujourd'hui le grand sommet national sur le vol de véhicules, là, alors qu'on a constaté là, qu'il y a une hausse là, depuis 2022 de 50% du vol de véhicules au Québec, que 90 000 véhicules sont volés chaque année au pays, qu'on estime. Mais maintenant, on est rendu avec un énorme problème sur les bras. Il a été constaté. Maintenant, on cherche des solutions. Et là, c'était toutes sortes d'acteurs là, qui se sont réunis aujourd'hui à Ottawa. Là. Oui, des représentants des corps policiers, des représentants politiques, l'industrie automobile, les assureurs, les provinces. Tout le monde s'est assis aujourd'hui pour discuter de ce fléau. Et ce matin, là, avant même que ça commence, on a déjà eu une mesure du côté du gouvernement fédéral là, qui a été annoncée par Justin Trudeau, soit celle d'interdire la vente libre là, sur les grandes plateformes en ligne de tout ce qui est gadgets qui peuvent aider au vol de véhicules. À copier les clés ou à relayer le signal des clés, toutes ces bidules-là. Ben, tout ce qui est, en fait, ce qui était visé ce matin puis ce qui était expliqué, c'est tout ce qui est gadget de cybersécurité. Là. Tout ce qu'on utilise, par exemple, pour faire du piratage informatique. Parce que c'est de l'équipement qui est achetable, là, qui souvent est même pas très onéreux, qu'on peut trouver facilement puis qu'on peut se commander. Qui ne sont sûrement pas trouvables sur le dark web à partir de demain matin. Là. Ben, c'est ce qui a été dénoncé ce matin. Le Patrick Mathieu, le fondateur du Hackfest, qu'on reçoit souvent à l'émission, puis ici à Cube, a commenté à l'émission de Benoît Dutrisac la nouvelle, parce que pour lui, c'est un non-sens complet. Là. T'as un coup d'épée dans l'eau total en disant, OK, c'est beau, là, les libéraux ont l'air de faire quelque chose pour s'attaquer à ça, mais c'est parce que les seules personnes à qui ça va venir nuire, c'est les hackers gentils, là, je vais le dire comme ça, les gens en cybersécurité ici, au pays, qui travaillent là-dessus. Eux, c'est leur outil de travail. Comme ils veulent rester du bon côté des choses, ils veulent pas utiliser le dark web. Mais ils vont commander ça de manière légale. Puis Mario, même, là, le dark web, là, pas sûr que t'as besoin de ça pour aller trouver du matériel comme ça. Là. Bien avant ça, sur Internet, là, les gens qui vont vouloir se commander ça, t'as beau l'interdire, les gens vont pouvoir se le commander pareil. C'est comme quand il y a eu les magasins de champignons magiques là, qui sont apparus à Montréal, puis soudainement, là, la police devrait agir, puis la mairesse avait des commentaires là-dessus. Se commander des champignons magiques du BC, là, de la Colombie-Britannique, 3 clics à peu près, ça arrive à ta porte dans 2 jours. OK, c'est illégal, mais il n'y a pas ce Canada vérifie rien. La police n'arrête pas le monde là-dessus. Fait qui va faire
respecter cette règle-là, cette loi-là, si c'est mis de l'avant. Ouais. C'est ce qui a été dénoncé aujourd'hui. Peut-être plus sérieux, c'est les 28 millions là, pour donner de l'équipement puis du personnel à l'Agence des services frontaliers, entre autres au port de Montréal, je l'espère. Je retiens aussi la volonté annoncée, mais ça, c'est pas précis, de rendre plus sévères les peines. Mais là-dessus, on est obligé de ramener Justin Trudeau. C'est pas comme le reste. Là. Dans le cas des peines, on est obligé de ramener Justin Trudeau à ses propres actions. Oui, c'était ses engagements. Ben oui, le gouvernement Harper avait rendu plus sévères les peines pour toute une série de crimes, dont celui-là. Et on a martelé là, que c'était trop sévère, que ça n'avait pas de bon sens, que le gouvernement Harper avait enlevé de la discrétion aux juges pour donner des peines à domicile, puis des peines moins sévères. Puis là, on avait certains sous-groupes, là, de certaines communautés qui étaient surreprésentées en prison. Il faut qu'il y ait moins de monde en prison. Et donc, le gouvernement Trudeau a fait un chantier de plusieurs années pour repasser des projets de loi pour rendre les sentences de prison moins sévères, ou les sentences tout court moins sévères, enlevées de la prison. Et les vols d'auto sont passés dans le lot. Là. Les vols d'auto sont passés dans le lot. Donc, les peines de prison ou les sanctions moins sévères, c'est une action, c'est pas comme un accident ou quelque chose qui a été oublié de vieilles lois à travers les décennies. Ce sont des actions volontaires et récentes du gouvernement en place. Alors, je ne sais pas comment ils vont faire pour revenir en arrière. Est-ce qu'ils vont carrément avouer leur erreur ou est-ce qu'ils vont faire semblant? Mais ça, c'est ce qui est resté pour moi aujourd'hui, le grand flou. Pour le reste, on se croise les doigts. On va surveiller les annonces qui vont être faites dans les semaines à venir. Économie. Autre journée, autre mauvaise nouvelle dans le milieu des médias. Aujourd'hui, c'est le géant des télécommunications BCE qui a annoncé la suppression de près de 4800 emplois. Là, c'est à peu près 9% de ses effectifs, mais surtout la vente de 45 des 103 stations de radio régionales que le groupe opère. Et c'est des énormes coupes qui vont s'opérer dans ce milieu-là. Des coupes qui n'ont pas plu du tout à la ministre du Patrimoine canadien, Pascale Saint-Onge, là, qui a mal réagi aujourd'hui en disant que c'était une décision extrêmement décevante parce que dans leur décision, du côté du géant des télécommunications et de Bell Media, on explique que c'est les réglementations, les décisions gouvernementales qui alourdissent le fardeau de leur entreprise et qui font en sorte qu'on est obligé d'opérer ces coupes-là qui vont ramener de l'argent là, dans les poches des investisseurs autour de la compagnie. Mais là, Mme Saint-Onge, elle, a dénoncé le fait, entre autres, qu'il y a eu toutes sortes d'allègements fiscaux qui ont été donnés à ce groupe-là pour garder les bulletins de nouvelles vivants, garder les stations de radio. Oui, parce que là, ils coupent des bulletins de fin de semaine, ils coupent des bulletins régionaux. Oui, c'est des grandes coupes médiatiques là, qui sont faites là, à l'intérieur de ce groupe-là. Et même du côté de Mme Saint-Onge, on dit c'est un drôle de moment pour commencer des coupes et dénoncer les problèmes, les lourdeurs de notre réglementation, alors que le CRTC est en ce moment en train de revoir sa réglementation. Donc, ça a été dénoncé aujourd'hui, mais ça vient quand même là, s'ajouter à la longue liste des coupures là, médiatiques, malheureusement. Ouais, absolument. Le Monde. Ce matin, les avocats de Donald Trump étaient devant la Cour suprême, tout ça pour contester l'inéligibilité du président américain, ou du moins de l'ancien président américain, pour le prochain scrutin. Je répète, résume un peu plus ce qui s'est passé. Le Colorado, le Maine, entre autres, les deux États américains, eux, ont décidé de retirer le nom de Donald Trump du futur bulletin de vote parce qu'il, selon la loi américaine, a tenté de fomenter une insurrection, le coup du 6 janvier 2021 devant le Capitole. Et là, c'est devant la Cour suprême, puisque ça a été contesté par le camp Trump. Tu sais que les partisans de Trump, je voyais aujourd'hui sur les réseaux sociaux, disent qu'il n'y a rien arrivé ce jour-là. C'est pas une insurrection. Non, c'est une petite manif qui a comme dégénéré parce que la sécurité l'a mal gérée. Oui. Mais rien qui concerne le président Trump. Lui, il n'a pas voulu ça. Là. Il y a eu une petite manif, ça a mal tourné. Voilà, c'est ce qui était répété aujourd'hui par M. Trump. C'est comme tu dis, ouais, il me semble que c'était pas ça. Là. Ben oui, puis comme ça lui arrive de temps en temps, M. Trump s'est même lui-même enfargé dans ses mots en reprenant le terme insurrection, disant c'est une insurrection qui avait bien du sens. OK. Il a même repris ces termes-là aujourd'hui. Donc, c'est spécial. C'est devant la Cour suprême. Évidemment, il n'y a pas de décision qui a été rendue sur le banc là, aujourd'hui directement par les juges. Donc, ils vont prendre ça en délibéré. Mais moi, je pense que c'est de toutes les causes, c'est celle qui a le plus de chance de gagner. Là. C'est-à-dire que les juges vont... Même... Bon, il y a le droit, là, je le sais, mais les juges, au fond d'eux-mêmes, vont se dire, est-ce qu'on peut... C'est celui là, que une partie de la population veut. S'il est battu aux élections, il sera battu.
Mais est-ce qu'on peut retirer son nom du bulletin de vote? Là, le geste serait tellement extrême, serait tellement lourd de portée que j'ai comme le sentiment que les juges vont trouver une façon d'éviter ça. À mon avis, c'est la cause. Dans plusieurs autres causes, je vois pas comment il peut gagner, mais celle-là, j'ai l'impression que ses chances sont meilleures. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.